Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Königin Elisabeth II ist tot. A mezz'asta è morta la regina Elisabetta II. À l'instant même, on annonce le décès de la reine d'Angleterre. La reina murió de manera pacífica en el castillo de Balmoral esta tarde. C'est une page de l'histoire du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde qui se tourne ce soir. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dont 70 ans de règne. The impact of her death will reverberate across the Commonwealth and the world. Vous l'avez entendu, ce jeudi 8 septembre, le palais de Buckingham a annoncé la mort de la reine Elisabeth à l'âge de 96 ans, après une journée de rumeurs provoquée par un communiqué évoquant un état de santé préoccupant, publié à la mi-journée. Une disparition à un moment critique pour le Royaume-Uni, pris dans une crise économique particulièrement dure, avec une inflation à 2 chiffres, une augmentation inédite du prix de l'énergie pour les ménages, une grogne sociale qui ne s'affaiblit pas, et l'impact difficile d'un Brexit qui ne semble pas en finir. Si le rôle politique des souverains britanniques est quasi nul, et si l'avenir du pays repose désormais sur la nouvelle première ministre, Liz Truss, nommée officiellement par la reine lors de sa dernière apparition, ce changement de souverain ne sera sans doute pas sans effet sur le pays et peut-être même sur l'avenir de la monarchie, même si, selon les récents sondages, les sujets britanniques y semblent toujours très attachés. Des sujets qui ont dû attendre de longues heures avant d'apprendre officiellement la disparition de leur souveraine, le temps que les membres de la famille royale rejoignent la résidence de Balmoral en Écosse. Le Royaume-Uni est désormais en deuil pour 10 jours, en hommage à celle qui aura été la plus ancienne chef d'État du monde et à qui succède désormais le prince Charles sous le nom de Charles III. Jean-Marie, pour commencer, j'aimerais savoir, pour vous, comment Elisabeth II a marqué la monarchie britannique ? Elle l'a marqué par sa longévité, bien sûr, et aussi parce qu'elle a accompagné une période qui a été riche en transformations de toutes sortes. La précédente qui a eu cette longévité, ou presque, c'est évidemment la reine Victoria. On parlait d'ailleurs d'une ère victorienne, parce qu'il y avait une homogénéité, au fond, tout le long de la période où Victoria a régné. Il n'y aura pas une période élisabéthaine, parce qu'elle a accompagné, elle, des transformations incessantes. Elle est aussi impératrice, elle est encore à la tête d'un empire quand elle est couronnée reine du Royaume-Uni. Et elle termine dans une période où on s'interroge sur la préservation de l'unité du Royaume-Uni, c'est-à-dire est-ce que l'Écosse ne va pas se détacher, est-ce que les Irlandais du Nord qui ont voté pour la première fois pour un parti favorable à la réunification ne vont pas eux aussi être tentés de se détacher. Bref, est-ce que le Royaume ne va pas devenir tout simplement le Royaume d'Angleterre? Donc au fond, elle accompagne le déclin de la Grande-Bretagne. Cette période de déclin, elle l'accompagne du mieux possible, puisqu'elle bénéficie d'une affection du plus grand nombre, mais c'est quand même cela qui marque sa période. Et elle devient reine en pleine guerre froide. Son premier ministre, c'est Winston Churchill. Au fond, elle nous quitte au moment où les Anglais subissent les conséquences désastreuses du Brexit. Et entre-temps, il y a eu de multiples transformations, de multiples changements. Donc voilà ce que l'on peut dire à grands traits aujourd'hui. Oui, parce que lors de son règne, le Commonwealth s'est considérablement réduit. Elle a accompagné finalement la décolonisation britannique. Oui. Il s'est réduit, mais vous noterez que à chaque fois, chaque année, elle tenait beaucoup à un rassemblement qui rappelait aux Anglais et au reste du monde que le Commonwealth continuait d'exister. Avec aujourd'hui une quinzaine de pays qui en sont membres et pour beaucoup d'ailleurs qui sont des républiques. Même si l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada ne sont toujours pas des républiques, mais sont travaillés par de puissants courants républicains. Donc le Commonwealth n'est plus ce qu'il était, mais néanmoins, ça reste un levier, au fond, qui permettait à la reine de rappeler ou de faire croire, ou de continuer à faire croire, ou de continuer à croire que la Grande-Bretagne était une puissance mondiale, alors qu'elle est devenue une puissance moyenne, qui aurait dû rester européenne, mais qui aujourd'hui essaye de faire son chemin toute seule. Alain, cette disparition, elle est politique, c'est un fait politique ? C'est un fait politico-historique, je dirais, puisque la transition à laquelle, je ne dis pas qu'elle préside, mais la transition
qui va être celle de son temps, c'est la décolonisation. Donc en ce sens, oui, c'est un fait historico-politique important. Alors on peut dire que l'Empire britannique a décliné, mais il reste quelque chose de l'Empire, c'était elle, d'une certaine manière. Et c'est la monarchie, d'ailleurs, dans ce type de monarchie, on peut dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire une typologie des monarchies. Là, on rentre dans la politique et voir à quoi ça sert, quelle est la fonction de la monarchie. Si vous prenez l'Europe, où les monarchies doivent être majoritaires, et les républiques minoritaires, mais prenons ne serait-ce que les monarchies du Nord, ce sont des monarchies de la modestie, de la discrétion, où les monarques cherchent à incarner la classe moyenne. Le succès des Windsor est plus ambigu et c'est une sorte de contradiction qu'ils ont sublimée. La monarchie britannique est une monarchie d'exposition, une monarchie de défilé, une monarchie de carrosse, d'apparat, de théâtre, parce que le peuple britannique, et particulièrement les Anglais, sont des gens de théâtre. C'est une monarchie très largement filmée, constamment filmée dans les journaux, dans les magazines, et c'est une monarchie de cérémonie. Et cependant, il y a chez eux aussi quelque chose de la classe moyenne britannique. Il y a des goûts, pas vestimentaires, mais il y a des goûts dans le mobilier, dans la manière de vivre, qui ressemblent aussi à la classe moyenne britannique. Et donc on voit qu'il y a une sorte de double nature. Cette monarchie d'exposition est là pour incarner la grandeur du pays. Et au fond, peu importe la politique, les politiques passent, la démocratie est venue, s'est installée, les politiques passent, les premiers ministres défilent, elle en a connu 15. Elle commence avec Churchill, elle a connu 15 premiers ministres. Et je crois tous les présidents français depuis René Coty. Avant même, puisqu'elle a connu Vincent Auriol, mais elle n'était pas reine encore, elle l'a connue alors qu'elle était princesse seulement. Mais néanmoins, elle les a tous connus. Et il y a forcément ce rôle de l'incarnation d'une manière de stabilité. On a gardé cette monarchie de représentation alors que l'Empire n'est plus là. C'est un des restes de l'Empire. Les carrosses, les uniformes, les cérémonies, l'omniprésence picturale de la monarchie, et pas simplement de la reine, de son mari, mais de toute sa famille. Et d'ailleurs, dans son emploi du temps, cette exposition est permanente, que ce soit elle ou que ce soit d'autres membres. Donc c'est une monarchie flamboyante, théâtrale. Voilà ce qu'on peut dire sur ses fonctions. Et ça a joué un rôle. Ça a assuré la transition avec la fin de l'Empire. C'est peut-être la fin de l'Empire, mais on a gardé ça. C'est peut-être, Jean-Marie parlait du déclin, on peut dire aussi l'arrivée dans la modernité démocratique, où la classe moyenne devient majoritaire, de la Grande-Bretagne, parallèlement à ce qui s'est passé en France, de la même manière que ça s'est passé en France. Mais eux avaient ça, qui incarnait une sorte de stabilité. Alain a parlé de la flamboyance de la monarchie britannique sous le règne d'Élisabeth II. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de braquet avec l'arrivée de Charles III, du nouveau roi Charles III, qui lui imagine une monarchie plus resserrée? Quel type de monarque il peut être, d'après ce qu'on a vu du prince Charles? De ce que l'on a vu de lui, d'abord, il sera probablement aujourd'hui crédité d'avoir été en avance, puisqu'il a été écologiste avant l'heure, et environnementaliste, écologiste sincère, convaincu, pratiquant lui-même l'agriculture biologique, ainsi de suite. Donc on le créditera sans doute d'avoir eu la conscience d'un problème qui aujourd'hui est partout et est reconnu comme une priorité partout, et notamment aussi en Angleterre. Après, il y a, je crois, aussi la conscience que l'exposition dont parlait Alain a son revers. Son revers, c'est la presse people. C'est pas seulement la presse people, d'ailleurs, c'est la presse tout court, qui est toujours à l'affût du moindre dérapage. Et Dieu sait s'il y a eu des scandales de tous ordres dans cette famille. Et donc, ce que veut faire Charles, manifestement, c'est de ramener la famille qui est considérablement étendue et qui vit des subsides publics qui sont oisifs parce qu'ils sont du bon sang. Donc, ce qu'il veut, c'est ramener cela à la ligne héréditaire pure et simple. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la reine avait avalisé cela puisque il y avait eu une photo, je crois, au balcon où il y a donc la reine, son fils Charles, le fils de Charles, William, et le fils de William, le petit George. Et voilà, point final. Et les autres devront se débrouiller ou apprendre à se débrouiller et à gagner leur vie.
C'est ça le grand changement qui attend l'ensemble de la famille royale, globalement à la satisfaction de l'opinion, dont la pression peut-être commençait à être un peu trop forte. Mais cela, il faut se rappeler que pendant le règne d'Élisabeth, il y a eu quand même plusieurs occasions où la monarchie a quand même vacillé. Le plus éclatant étant évidemment la mort de la princesse Diana et tout ce qui a suivi, et l'influence décisive de Tony Blair pour sauver la monarchie d'un naufrage qui était en train de se produire. Donc il y a quand même une fragilité sous-jacente qui fait que Charles prend les devants, veut ramener ça à celles et ceux qui peuvent prétendre régner, et non pas tous les à côté, tous les nièces, neveux, etc., le rang 9, le rang 10, 11 dans l'ordre de succession, et de façon à ce que l'opinion accepte davantage cette famille. Maintenant, il y a aussi des journaux qui détaillent et qui vont continuer de détailler ce qu'est la fortune de la reine, comment va se passer l'héritage. Et là, on va découvrir que cette fortune est grande, même si ça n'est pas la première fortune de Grande-Bretagne, mais qu'elle est grande, et que on va aussi rappeler à cette occasion que la reine n'hésitait pas, elle n'a pas hésité à intervenir auprès du législateur, ce qu'elle ne devait pas faire, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, pour préserver l'entreprise familiale de mesures fiscales ou autres qui auraient pu amoindrir la rentabilité de cet édifice. Mais bon, ça va peser sur les épaules de Charles. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il a pris les devants en annonçant ce processus d'attrition un petit peu de la famille royale. C'est essentiel selon vous pour sauvegarder le principe même de monarchie en Angleterre ? En tout cas, on peut aller dans le sens de ce que disait Jean-Marie. C'est aussi sous son règne que la fortune de la famille, on dit la firme, on appelle ça la firme, les Windsor, la fortune de la famille va servir à financer plus de la majorité des coûts de la monarchie. Donc on est aussi sorti d'un système où la monarchie pesait sur les finances publiques. On considère maintenant que la monarchie rapporte plus au pays qu'elle ne lui en coûte. Pas seulement parce que la monarchie elle-même participe très largement à son autofinancement avec ses entreprises pour lesquelles la reine intervenait auprès du législateur, mais aussi parce que pour le tourisme, elle est fondamentale. Elle est l'image de la Grande-Bretagne. C'est une image universellement connue. Donc voilà, ça peut jouer aussi un rôle. Quant à la personnalité de Charles, la popularité des Windsor a vacillé constamment. On oublie cette période des années 80-90. Ils ont été impopulaires à un moment, y compris elle. Sa popularité vient aussi avec l'âge, avec la dignité, avec, la constance avec laquelle elle a voulu assumer ses fonctions jusqu'au bout. Et ce n'est pas une image, puisque jusqu'à mardi, elle a accompli son rôle qui était d'adouber, d'une certaine manière, le nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne. Donc, Charles III, le roi Charles III, il a 74 ans, il est en pleine forme physique. Je ne sais pas s'il est vegan, je ne crois pas qu'il est vegan, mais on connaît sa passion pour l'environnement. Mais c'est un vegan qui aime le whisky aussi. Il s'est incroyablement manifesté politiquement, comme aucun autre membre de la famille ne l'avait fait de mémoire récente, pour l'environnement. Et pas de secret, il était contre le Brexit. Il a condamné les délires architecturaux du pays. Il a condamné certains délires dans l'éducation nationale. Donc il est intervenu de manière excentrique, une sorte de conservateur excentrique qui avait tissé une bonne relation avec François Mitterrand. C'est pas inintéressant. Qui déjà, je crois, avait songé à lui confier un rôle lié à la question de l'environnement dans les communautés européennes. Voilà, il peut nous surprendre. Justement, selon vous, parce que Jean-Marie et vous avez rappelé l'engagement environnementaliste du prince Charles, est-ce que le roi Charles pourra continuer? Parce que ça va être un débat qui va être très prégnant dans la Grande-Bretagne dans les mois à venir. On connaît la crise énergétique qui secoue le pays. On va parler du plan de Liz Truss justement pour sauvegarder les ménages. Il y a une transition et puis c'est un débat qui dépasse la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il va pouvoir, comme sa mère, se taire et regarder le débat se faire devant lui sans y participer, selon vous? Oui, il a dit que telle serait sa position. Il l'a déjà dit. Il a dit « Je suis intervenu beaucoup sur des grands sujets de débat public ». Il n'intervient pas pour dire travailliste ou conservateur, ou des choses comme ça, pour critiquer le budget. Non, pas du tout. Mais sur un certain nombre de grandes questions, l'urbanisme, l'architecture, il considère qu'il y a eu des massacres et qu'on pouvait les éviter, l'environnement, mais
il a lui-même précisé, et il l'a redit il y a quelques semaines, paraît-il, je ne sais pas à quelle occasion, non, qu'il se coulerait dans la non-intervention que les Britanniques attendent du monarque. Donc je pense que le roi Charles III sera moins bavard que le prince de Galles. De toute façon, il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, mais il n'y a pas de constitution écrite. Ce à quoi fait allusion Alain, c'est une clause constitutionnelle de fait. Le monarque, il faut rappeler que c'est une révolution qui prive la royauté de tout pouvoir et qui fait naître la toute-puissance du parlementarisme en Grande-Bretagne. C'est une révolution qui a lieu un siècle avant la Révolution française et qui coûte au roi Charles Ier sa tête. Excusez du peu, même si les Anglais ne rappellent jamais cette période et préfèrent se concentrer sur les méfaits de la Révolution française. Donc il n'a pas de pouvoir, ils ne doivent la sauvegarde de l'institution monarchique qu'au fait qu'elle ne se mêle pas de politique, même si au long du règne d'Élisabeth, il y a eu des interventions politiques, mais qui étaient le plus souvent des interventions diplomatiques sollicitées par le gouvernement. Et sur le plan diplomatique, justement, est-ce qu'il a un poids ? Est-ce qu'il va réussir à trouver sa place, selon vous, sur la scène internationale ? Sur le plan diplomatique, je reviens à ce que vous disiez, Christophe. Qu'est-ce qui reste du Commonwealth ? Eh bien, regardez le gouvernement de Liz Truss. Regardez le gouvernement qui l'a précédé, celui de Johnson. Regardez le nombre de ministres qui appartiennent à des minorités ethniques qui sont d'origine soit indienne, pakistanaise, kenyane, nigériane, tanzanienne. C'est un exemple pour la France. C'est un exemple d'une manière d'assimilation, peut-être au niveau des élites, mais qui est très frappant quand on regarde la composition du gouvernement. Prenez le nouveau, par exemple. Ça va du ministre de l'Intérieur, ou de la ministre de l'Intérieur, je crois, au nouveau secrétaire-chef du Trésor, oui, et qui, lui, est quelqu'un qui vient d'Afrique orientale. Donc, le Commonwealth, il est là aussi, comme ça. Il est là comme une réussite, comme quelque chose de positif, avec des gens qui viennent des anciennes colonies de la Grande-Bretagne. Enfin, il faut toujours rappeler que l'instance décisive pour la Grande-Bretagne, qui fait qu'ils sont allés aussi tranquillement, je parle de ceux qui y étaient favorables, vers le Brexit, c'est qu'ils étaient sûrs de ne pas rester seuls, en fait. Et on ne peut pas raisonner dans une solitude absolue de la Grande-Bretagne. Il faut inclure les États-Unis, dont la Grande-Bretagne est devenue, ou va devenir chaque jour davantage un satellite, en fait, mais les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces 5-là, dans les périodes les plus difficiles, compliquées, agissent nécessairement de concert. C'est comme ça qu'il faut comprendre et expliquer le ralliement de Tony Blair à la guerre en Irak, alors que l'opinion britannique était très majoritairement hostile à cette guerre et au fait que la Grande-Bretagne y participe. Ça a coûté à Tony Blair sa popularité, ça lui a coûté de ne plus pouvoir jouer de rôle dans la politique britannique, mais c'est la règle du jeu. Il y a à leurs yeux une seule communauté qui compte et qui doit être préservée et qui fait que vous pouvez quitter l'Europe au moins momentanément et en être tranquille malgré tout, c'est États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est comme cela qu'ils raisonnent et c'est comme ça qu'ils vont continuer de raisonner, même si le caractère pro-européen du nouveau roi, ça je ne sais pas s'il réussira à insuffler la confiance qu'il avait dans un avenir européen de la Grande-Bretagne, ou bien si, là encore, il sera obligé de taire ce qui ont été ses options, mais qui, après tout, étaient aussi les options de Liz Truss avant qu'elle ne se lance vraiment en politique. Liz Truss, dont on a trouvé un discours assez républicain dans sa jeunesse qui a émergé sur les réseaux sociaux. Et justement, je le disais, c'est d'un pays en pleine tempête que Charles III prend le trône. Liz Truss a été choisie par le Parti conservateur cette semaine, sans faire l'unanimité chez de nombreux politiques et pas beaucoup plus dans la population. Je parlais de pays dans la tempête, car ce sont les mots qu'elle a elle-même employés dans son premier discours. Quel est l'état actuel économique du Royaume-Uni ? C'est un état de grande difficulté. De toute façon, il y a une conjonction des effets du Brexit. Par exemple, le Brexit a été décrété parce que il fallait échapper à la bureaucratie dite bruxelloise. Mais cette bureaucratie a augmenté, multiplié par 10 depuis que la Grande-Bretagne est seule. Voilà, c'est une réalité qui pèse aujourd'hui dans la vie quotidienne des Britanniques. Il y a donc les effets du Brexit
et les effets de la crise énergétique aggravés par, évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis la conjoncture elle-même économique qui est au resserrement des taux d'intérêt, donc au resserrement du rythme de la croissance pour essayer de faire reculer l'inflation. L'inflation en Grande-Bretagne est plus forte que partout ailleurs en Europe. La menace de baisse du produit intérieur est plus forte que le ralentissement de la croissance sur le continent européen. Voilà, c'est au fond un concentré de toutes ces difficultés que doit affronter la nouvelle Premier ministre. Nouvelle première ministre qui a d'ailleurs un peu surpris lors de ses premières prises de décision en annonçant des mesures plutôt interventionnistes alors qu'elle est qualifiée de très libérale, voire thatchérienne. Quel est ce plan qui passe presque inaperçu du coup avec la disparition de la reine, Alain? C'est quoi les intentions de Liz Truss pour le pays? C'est intéressant parce qu'à peine installée à Downing Street, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle a dit pendant la campagne. Mais ça reflète bien qui elle est, totalement opportuniste. Elle a commencé, vous l'avez rappelé, elle a commencé plutôt au centre-gauche, chez les libéraux-démocrates. Elle était contre le Brexit, c'était une partisan de rester dans l'Union européenne. Contre la monarchie. Elle était contre la monarchie, elle a milité pour l'abolition de la monarchie quand elle était jeune. Donc c'est un parcours totalement opportuniste dans lequel il est difficile de trouver une ligne idéologique. C'est pas du pragmatisme, c'est de l'opportunisme. Non, parce que n'oubliez pas, comment arrive-t-elle au pouvoir ? Elle arrive au pouvoir parce que le groupe parlementaire conservateur a démissionné de force le Premier ministre. Donc, à ce moment-là, le Premier ministre s'en va, il sort, et on organise une primaire dans l'électorat conservateurs, les gens qui ont une carte, qui sont encartés, 200 000 personnes en l'espèce, pour désigner le nouveau Premier ministre, lequel n'a aucune obligation d'appuyer sa légitimité sur de nouvelles élections. Le mandat court pendant 2 ans et demi encore. Je ne sais pas si elle estimera devoir faire ce qu'avait fait Boris Johnson. Il avait été nommé dans les mêmes conditions, après avoir lui-même participé à une sorte de coup d'État contre Theresa May, qui avait été mal élue d'ailleurs, mais enfin élue quand même. Il fait tomber Theresa May, il y a des primaires, il les remporte, mais il sollicite une légitimité plus forte en provoquant des élections qu'il gagne haut la main avec une majorité de 80 à 100 députés aujourd'hui et qui va être celle de Madame Truss. Donc elle n'a pas vraiment intérêt à convoquer les élections générales parce qu'en ce moment, les sondages donneraient la majorité aux travaillistes. Et pour gagner les primaires, ça c'est la mécanique très dangereuse des primaires. Hein. On célèbre toujours la démocratie jusqu'à la désignation des candidats par le vote des militants. Oui, faut regarder ce que ça donne, si vous voulez. Pour séduire cet électorat et battre ses concurrents, elle s'est alignée à la droite de la droite. Elle a tenu un discours qu'elle prétend être thatchérienne. Mais bon, Thatcher, elle, avait gagné 3 fois les élections. Elle n'en a pas encore gagné une seule élection générale, Madame Truss. Et quand elle arrive au gouvernement, elle se rend compte tout de suite qu'au fond, pour la classe moyenne britannique, pour à peu près 45 à 50% des Britanniques, vont avoir une note d'énergie à la maison. Je ne parle pas des commerces, des entreprises, les services. Non, à la maison, qui va exploser entre 50 à 70% de plus. Or, c'est très simple. Pour la classe moyenne et pour les employés, les ouvriers, la note d'énergie à la maison, c'est 35 à 40% de revenus. Donc, autrement dit, la baisse des revenus serait équivalent à celui d'une forte récession. Bon, elle a bien compris que c'était inadmissible. L'État va intervenir, c'est toujours des mécanismes de compensation, comme en France, qui s'installent, comme en Allemagne aussi d'ailleurs, et il n'est plus question de faire du Thatcher. Or, pendant la campagne électorale, elle avait dit pas d'intervention d'État sur le marché de l'énergie. Elle fait tout de suite le contraire. Donc c'est ça. Alors, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre. Elle n'a pas de boussole idéologique, à mon avis. C'est une femme de pouvoir, certainement. Elle a réussi un parcours politique assez étonnant. Mais on ne se souvient pas d'elle ni comme ministre de l'Éducation junior, ni comme secrétaire au Foreign Office, ce qu'elle a été, sinon qu'elle avait le talent de dire du mal de tout le monde, notamment des Américains et des Français.
Voilà, donc c'est pas forcément un très bon départ en ce moment. C'est vraiment une manière extraordinairement opportuniste de considérer la politique. En tout cas, elle a un levier qu'elle a commencé d'exploiter, c'est d'être anti-française et anti-Macron. Donc, oui, je rappelle qu'elle a dit qu'elle ne savait pas si c'était un ami ou un ennemi. Oui, elle ne savait pas si Emmanuel Macron était un ennemi. C'est totalement aberrant. Non seulement aberrant, mais c'est une provocation et vraiment destinée aux extrêmes du Parti conservateur et flatter un sentiment anti-français qui doit continuer d'exister dans certaines parties de l'opinion britannique. Mais donc, ça montre en effet qu'elle est prête à tout et à peu près n'importe quoi. Donc, et à Bruxelles, on s'attend à avoir une interlocutrice sans foi ni loi. Un peu à la manière de Boris Johnson, c'est-à-dire on signe des trucs mais on les respecte pas. Et en tout cas, on engage une partie de bras de fer aux yeux de l'opinion qui montre qu'on ne laisse pas compter, qu'on est contre, ainsi de suite. Donc elle est sur un profil, pour le moment, on verra à l'expérience, mais jusqu'à présent, le visage qu'elle avait montré était une copie conforme de Boris Johnson, sans le côté un peu loufoque de Boris Johnson, mais néanmoins, sur le fond, la même chose. Elle est à l'origine de la loi qui permet au gouvernement britannique de ne pas respecter sa parole et le traité qu'il a signé, ce qu'on appelle le protocole concernant la question douanière entre l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud et la Grande-Bretagne. Donc un protocole très compliqué que Johnson ne voulait pas appliquer alors qu'il l'avait lui-même signé. Et quand elle est secrétaire au Foreign Office, Liz Truss a écrit la loi qui devrait permettre, au moins sur le plan de la Chambre des communes, qui devrait permettre à la Grande-Bretagne de renier sa parole passée, donnée oralement et écrite. Ce qui a vivement exaspéré les Américains, et notamment Joe Biden, où il y a une sensibilité très particulière à cette question de l'Irlande. Joe Biden étant lui-même d'ascendance irlandaise, donc on pense qu'il sera vigilant aussi là-dessus. Nous verrons donc comment évoluera ce Royaume-Uni avec un nouveau roi et une nouvelle première ministre. Merci beaucoup Jean-Marie et Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Et Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Et je renvoie tous les auditeurs et auditrices du Monde devant soi à la couverture de la disparition de la souveraine et des questions que ça pose à slate.fr où de nombreux papiers vont être publiés tout au long du week-end. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.